Ce chapitre est consacré au mouvement des planètes, mais aussi des satellites. La maîtrise de ces lois de la mécanique permet bien des prouesses, telles que l'envoi de sondes vers les comètes ou vers le Soleil. Mais ces lois ont été écrites il y a pourtant bien longtemps. Voici une galerie de quelques sommités scientifiques impliquées dans cette histoire de la mécanique céleste. Ce monsieur, à la belle moustache, c'est Tycho Brahe. Tycho Brahe, c'est un Danois né au milieu du XVIe siècle, astronome célèbre, célèbre pour ses relevés de position des astres, notamment Mars, relevés extrêmement précis. S'emparant des mesures de Tycho Brahe, quasiment un demi-siècle après, Johannes Kepler a rédigé des lois au cœur de ce chapitre. Donc Kepler est un Allemand, mathématicien, mais pas que. Alors quand je dis allemand, c'est pas tout à fait vrai. À cette époque-là, c'était pas vraiment l'Allemagne, c'était encore le Saint-Empire germanique. Mathématicien, là aussi pas tout à fait vrai, puisque ces gens-là étaient tous des scientifiques multicasquettes, si je peux dire. Mais c'est bien grâce aux mathématiques que Kepler a mis en équation les trajectoires planétaires. On aurait donc pu le qualifier de géomètre divin, mais ce titre, le peintre anglais William Blake a choisi de le décerner à ce personnage. Alors, je ne suis pas certain que vous le reconnaissiez, c'est pas la manière la plus courante de le voir, mais ce tableau est un tableau de représentant Newton, Isaac Newton, avec les attributs du géomètre divin. Alors pourquoi Newton dans ce panthéon des scientifiques liés au mouvement des planètes et des satellites? Évidemment grâce à sa théorie de la gravitation universelle, puisque en fait il a mis en relation en quelque sorte la chute de la pomme et la planète qui portait le pommier. J'ai laissé une place libre en tête de cet écran. Pour qui? Pour Copernic, bien sûr. Parce que Copernic, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a su bousculer les mentalités de son époque et proposer la fameuse théorie de l'héliocentrisme. Ce n'est rien d'autre finalement qu'un changement de référentiel, mais ça a été capital. C'est ce qui a permis de passer des positions apparentes des astres dans le ciel, comme Tycho Brahe les a répertoriées, aux équations qui régissent les mouvements de ces astres. Bien, revenons à Kepler et à ses fameuses lois. Elles sont au nombre de trois. La première est souvent qualifiée de loi des orbites. Elle dit que dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire d'une planète autour d'une étoile est une ellipse. Donc avant même de parler d'ellipse et de foyer, je vous rappelle qu'un référentiel héliocentrique est, comme son nom l'indique, centré sur le Soleil. Mais il faut savoir étendre cette notion à une étoile, en général, je pense aux exoplanètes qui tournent autour de leur propre étoile, autour de leur propre Soleil. Et puis aussi, si on s'intéresse à des satellites, du genre satellite artificiel, ou bien à la Lune, cette fois-ci, on ne va évidemment pas parler de référentiel héliocentrique, mais de référentiel géocentrique. L'ellipse, qu'est-ce que cet objet mathématique? Alors plutôt que de nous intéresser à l'équation mathématique de cette ellipse, parce que je ne suis pas certain que vous ayez déjà abordé le chapitre des coniques dans votre programme, basons-nous plutôt sur une définition horticole, j'allais dire, de l'ellipse. On prétend que les jardiniers, lorsqu'ils veulent dessiner de jolis parterres de fleurs, plantent en deux points, qu'on va appeler F1 et F2, des petits piquets, puis une longue ficelle, on voit cette longue ficelle ici en marron, et tendent cette ficelle avec leur bêche et tournent tout autour. Alors là, je bêche très très vite, je suis un excellent jardinier, et tourne tout autour en laissant cette ficelle tendue. Et la figure ainsi définie est ce qu'on appelle une ellipse. Donc ici, P est une planète et F1 ou F2, l'un des deux foyers, accueille le Soleil de cette planète, l'attracteur de cette planète. Penchons-nous maintenant sur la deuxième loi de Kepler, celle que l'on appelle la loi des airs. Alors attention, celle-ci n'est pas très simple, on va s'aider d'une figure géométrique. Nous retrouvons la planète avec son orbite elliptique et nous allons considérer au départ que cette planète tourne à vitesse constante. Lorsque la planète arrive au point A1 pour aller vers le point B1, et ce qui lui prendra un intervalle de temps ΔT, le segment F1 planète, c'est-à-dire le segment Soleil-planète, va parcourir l'aire qui est hachuré ici en jaune. Un peu plus tard dans sa révolution, la planète va atteindre le point A2, puis tournant à la même vitesse, durant le même intervalle ΔT, elle va arriver au point B2. Le segment F1 planète, balayant ainsi la zone hachurée en rose. Mais là, nous arrivons en contradiction avec la deuxième loi de Kepler. Cette deuxième loi dit que
durant des durées égales, le fameux segment F1 planète, Soleil-planète, parcourt des aires égales. Or, nous voyons ici que l'aire rose est beaucoup plus grande que l'aire jaune. C'est donc que notre hypothèse de la vitesse constante n'est pas la bonne. Représentons à partir du point A2 une aire égale à l'aire jaune. Et l'intervalle de temps ΔT s'est écoulé sur le parcours A2P, ici. Ce qui n'est évidemment pas possible dans le cas d'une vitesse constante. Il faut absolument que l'on oublie notre hypothèse de départ. Ça colle pas cette histoire. Si lorsqu'elle est proche de son attracteur, proche de son Soleil, la planète parcourt tout cet arc pendant le temps ΔT, et qu'elle ne parcourt plus que ce petit arc pendant le même temps ΔT, lorsqu'elle s'éloigne de son attracteur, c'est que la vitesse n'est plus la même. Ici, à proximité de l'attracteur, la vitesse est élevée, alors qu'elle est faible lorsqu'elle s'éloigne de son attracteur. Récapitulons la loi. Le segment étoile-planète balaye des aires égales pendant des durées égales, et son corollaire, sur une trajectoire elliptique, une planète avance d'autant plus vite qu'elle est proche de son attracteur. Troisième loi, dite loi des périodes, celle-ci est à mon avis plus simple à saisir. Plus une planète est éloignée de son étoile, plus sa période de révolution est longue. Alors qu'appelle-t-on une période de révolution? Eh bien c'est, par exemple pour la Terre, le temps qu'elle met pour faire un tour autour du Soleil. Ce sont les 365 jours un quart de notre année. À ne pas confondre avec sa période de rotation, qui est la durée pendant laquelle la planète tourne sur elle-même, pour un tour complet, ce qui chez nous est une journée de 24 heures. La troisième loi de Kepler est souvent énoncée sous cette formule, T au carré est égal à une constante K fois A au cube. Alors, précisons, grand T c'est la période de révolution, la constante sera exprimée dans les unités adéquates, et petit a c'est ce qu'on appelle le demi-grand axe de l'orbite elliptique. Alors vous remarquez que petit a est mis au cube. Alors, le demi-grand axe figure en rose là aussi sur cette ellipse. Et voilà, c'en est fait des trois lois de Kepler. Mais avant de passer à la suite, avant de se pencher sur la gravitation universelle, encore un petit mot sur les ellipses. Pour définir une ellipse, on a parlé des foyers, qui sont représentés ici, F1 et F2, mais il existe un paramètre qu'on appelle l'excentricité. Ce paramètre, il est toujours compris entre 0 et 1. Là, vous êtes face à une ellipse d'excentricité 0,5. Si je me décale vers la droite, c'est-à-dire si j'augmente la valeur d'excentricité, eh bien votre ellipse, je suis tenté de dire, elle est de plus en plus elliptique. J'arrive à 0,9, voilà, j'ai une ellipse très allongée. Si je vais jusqu'à 1, oups, c'est plus vraiment une ellipse. Revenons en arrière. Je reviens à 0,5, et je diminue encore. 0,4, 0,3, 0,2. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble furieusement à un cercle. Il faut regarder de vraiment près pour voir que cette ellipse n'est pas un cercle. Je diminue encore, 0,1, 0. Ça passe juste dans mon écran. Vous vous rendez compte qu'avec l'excentricité à 0, les deux foyers F1 et F2 sont confondus, et qu'en fait, ce que nous avons, c'est bel et bien un cercle. Donc le cercle est un cas particulier d'ellipse d'excentricité nulle. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la suite immédiate de ce cours, vous allez vous rendre compte qu'on ne va parler que d'orbite circulaire, et non plus d'orbite elliptique. Alors c'est quand même un peu fort, puisqu'on vient de ne parler que d'ellipse avec les lois de Kepler, mais il y a une bonne raison à cela. Regardez, je repars sur une excentricité de 0,2. Eh bien figurez-vous que cette excentricité de 0,2 correspond à la plus grande excentricité concernant les orbites elliptiques des planètes de notre système solaire. C'est-à-dire ça c'est l'excentricité de l'orbite de Mercure. Si je parle de notre propre planète, la Terre, l'excentricité n'est pas à 0,1 comme j'ai ici, mais à 0,01. Autrement dit, l'approximation d'une orbite circulaire pour la Terre autour du Soleil est parfaitement légitime. Et il en est de même pour énormément d'orbites planétaires ou satellitaires. Là où une telle approximation serait un petit peu exagérée, serait l'étude d'astéroïdes tels que des comètes, où là, on a quand même des trajectoires nettement elliptiques. Faisons maintenant le lien entre les lois de Kepler et la loi de la gravitation universelle. Considérons un Soleil et une planète gravitant autour de ce Soleil. Nous allons ramener ce Soleil et cette planète à des points dits matériels, c'est-à-dire que
la masse de ces objets va être concentrée uniquement dans les objets mathématiques que sont les points S et P. Voici donc ms, masse du Soleil, attribuée au point S, et mp, masse de la planète, attribuée au point P. Ce que dit la loi de la gravitation universelle de Newton, c'est qu'il existe une interaction entre ces deux masses. Une double force d'attraction, symbolisée ici par ces deux vecteurs, la force d'attraction du Soleil sur la planète, à droite, et réciproquement, la force d'attraction de la planète sur le Soleil. Ces deux vecteurs ont même direction, mais ils sont de sens opposé. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont même module, ce qui veut dire que l'attraction de la planète sur le Soleil a la même force, la même intensité que l'attraction du Soleil sur la planète. Je sais, ça n'est pas très intuitif, mais c'est pourtant la réalité. Réalité qui s'écrit mathématiquement sur une égalité des modules comme ceci. Ce que Newton a complété sur cette égalité, c'est qu'il a fourni une formule où il a introduit la constante G, constante de gravitation universelle, que multiplie le produit des deux masses, masse du Soleil et masse de la planète, divisé par d au carré. D, vous comprendrez bien qu'il s'agit tout simplement de la distance séparant le Soleil de la planète. Vous vous méfierez, assez souvent, la lettre D est remplacée par R comme rayon orbital. Mais dans notre exposé, nous allons garder D. Donc G est la constante de gravitation universelle. G vaut 6,67 10-11 mètres cubes par kilogramme et par seconde au carré. Cette valeur n'est pas à retenir en terminale S, elle vous sera fournie si jamais vous devez l'utiliser. Alors qu'allons-nous faire de cette force, de cette nouvelle force que nous venons de découvrir? Si nous nous plaçons dans le référentiel héliocentrique, en supposant que la planète étudiée ne subit qu'une seule action mécanique, à savoir la force d'attraction du Soleil, dans ce référentiel, nous allons pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton à la planète. La somme des forces extérieures est égale à la dérivée de la quantité de mouvement. La masse de la planète étant constante, le dp sur dt va devenir masse de la planète fois l'accélération, ça c'est un classique, mais au niveau de la somme des forces extérieures, elle devient tout simplement force d'attraction du Soleil sur la planète, d'où l'égalité ici écrite. Revenons sur un petit schéma, on reconnaît notre Soleil, la planète, la force d'attraction, et ce que l'on voit, c'est que la relation écrite en vert juste au-dessus signifie que A est un vecteur collinéaire et de même sens au vecteur f s sur p. Pourquoi? Parce que la masse de la planète est une constante positive. Et là, nous arrivons à un résultat fort intéressant. Je vous rappelle que la vitesse est tangente au mouvement, et donc nous nous trouvons face à une situation déjà connue où l'accélération est normale, la vitesse tangentielle, les deux vecteurs sont donc orthogonaux, ce qui est caractéristique d'un mouvement circulaire et uniforme. Donc le mouvement d'une planète dans un référentiel héliocentrique, si cette planète est seulement soumise à la force d'attraction de son Soleil, alors ce mouvement est circulaire et uniforme. Bien. Notons là ce premier renseignement. Intéressons-nous d'un peu plus près à l'accélération. Nous avons dit que l'accélération était normale. Nous connaissons une formule pour cette accélération normale, et la forme v carré sur r. Attention, r ici, c'est la distance entre le Soleil et la planète, ce que nous avons noté dans ce chapitre, d. Revenons sur l'égalité vectorielle entre force d'attraction et accélération. Voici l'écriture en ne tenant compte que des modules, et en reprenant l'expression écrite par Newton, le module de la force d'attraction du Soleil sur la planète s'écrit G, masse du Soleil, fois masse de la planète sur d au carré, et de l'autre côté, je remplace l'expression d'accélération par v carré sur d, donc je me retrouve avec mp fois v carré sur d. Un petit peu de simplification dans tout ça, et il nous reste une formule finalement assez simple, v carré est égal à g fois masse du Soleil divisé par d. V est donc tout simplement égal à la racine carrée de la constante de gravitation fois masse du Soleil divisé par la distance entre planète et Soleil. Notons ce résultat. Et passons à un point que vous devez connaître également, la période de révolution. Un petit schéma pour se remettre en tête la situation. Donc notre planète P tourne autour du Soleil, la distance entre les deux s'appelle petit d, et donc P décrit le périmètre dont la longueur vaut 2π fois d. Cette distance est parcourue en une année, en une période de révolution. La vitesse s'écrit donc distance sur temps, 2πd sur grand T, période de révolution. Nous pouvons donc écrire que 2πd sur grand T est égal à la racine de g ms sur d. Débarrassons-nous de petit v, mettons tout ça au carré.
Faisons un petit peu de place pour la transposition mathématique, et nous parvenons à une formule t carré égale 4pi carré sur g fois masse du Soleil, le tout multipliant d au cube. C'est une formule en tout point identique à la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler énonçait t carré proportionnel à a au cube, où a était le demi-grand axe de l'orbite elliptique. Ici, l'orbite est circulaire, pas de petit a, mais tout simplement un rayon orbital que nous avons persisté dans ce chapitre à noter petit d. Voici, pour le récapitulatif, de toutes les relations à connaître sur l'application de cette loi de gravitation universelle sur le mouvement d'une planète seulement soumise à la force d'attraction de son Soleil. Bien, maintenant, puisque vous ne savez pas faire deux choses en même temps, et moi non plus d'ailleurs, vous allez soit lire les crédits, soit écouter ma gentille dédicace. Cette vidéo est évidemment dédiée à mon ami et maître Gilles Lecor, qui m'a permis de débuter dans ma carrière de prof sous les meilleurs auspices. Je ne pouvais pas ne pas l'évoquer dans cette vidéo sur Kepler et Newton. Lui, le prof de physique passionné et l'astronome passionnant. Je voulais aussi rassurer tout le monde, Gilles est un personnage très brillant et qui pourtant a eu son bac en 68, année tout aussi perturbée que le sera cette année 2020 pour le baccalauréat. Alors courage à tous.